C'est temps de commencer, parce que ça dure 3 heures, je ne sais pas si on vous l'a dit, ça dure 3 heures, on est déjà un peu en retard. Chers amis, bonsoir. Les villes sont comme les êtres, elles viennent souvent de peu, et il s'en faut très souvent qu'elles ne viennent de rien. Les latins disaient ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Et c'est la finalité de l'historien que de redécouvrir ce peu ou de faire naître ce rien. Avec ce premier volume de l'histoire de Revel, qui sera suivi de 4 autres, notre ami Jean-Paul Calvé a eu le mérite de nous entraîner sur les traces de la fondation d'une bastide historique, celle de Revel d'autrefois, avec une précision, je dirais, chirurgicale, proche de l'exhaustivité. Les vieilles pierres, comme les archives, ont tant de choses à nous raconter. Et Jean-Paul a su les faire parler dans un passionnant et saisissant retour aux sources. Ainsi, au fil des pages de cette monographie, vous allez donc pouvoir remonter le temps, comprendre dans quel contexte géopolitique, historique et culturel s'est construite la cité. Mais aussi, tout au long de ces pages, vous allez devoir faire table rase d'idées reçues ou préconçues, d'informations erronées ou de faux concepts. Avec les origines du nom de Revel, dans ce tome 1, vous découvrirez les premières années de la Bastide, la charte de sa fondation, ses structures militaires et défensives, l'histoire du consulat et la fonction des consuls. Puis, dans le tome 2, vous vivrez encore les heures noires des guerres, particulièrement celles de religion, les ravages du choléra et de la peste, mais aussi les heures de festivité et de liesse d'une population qui finalement ne demandait qu'à vivre simplement, et non plus simplement vivre. Des faits méconnus, souvent ignorés, parfois surprenants, vont vous être révélés, comme ce Revel d'avant Revel dans la période préhistorique de notre région, ou encore l'importance des mérales, en patois les mairals, ces égouts à ciel ouvert, véritables vecteurs de maladies, dont Victor Hugo disait qu'ils étaient la conscience d'une ville, parce que tout y converge et s'y confronte, et où chaque chose y a sa forme définitive. Parce qu'un tas d'ordures a cela pour lui qui n'est pas menteur. Alors vous n'aurez aucune peine à comprendre pourquoi il est important de sauvegarder et de préserver un patrimoine matériel et immatériel exceptionnel que beaucoup ne connaissent pas. Qu'il s'agisse des restes d'un rempart, d'un pilier du beffroi ou d'archives de plans, ils font tous partie intégrante de la mémoire collective pour que chaque Revellois soit fier de sa bastide. Alors, en parodiant le fait libre provençal Félix Gras, il pourra dire à tout étranger à la cité ou à tout visiteur « J'aime mon village plus que ton village, j'aime ma province plus que ta province, mais j'aime la France plus que tout. » Nous sommes persuadés que le plaisir que vous prendrez à découvrir ce tome 1 de l'histoire de Revel sera au moins égal à celui que nous avons pris à l'écrire et à le peaufiner, et que vous lui réserverez un accueil très chaleureux. Par avance, je vous en remercie. Merci Michel. Alors, Michel écrit aussi beaucoup, il a écrit sur Dourne. Actuellement, il écrit un gros ouvrage qui va faire peut-être 400 ou 500 pages sur les grandes célébrités, les grands personnages de Sorèze. Cet ouvrage devrait sortir peut-être à la fin de l'année. Merci Michel. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je vous remercie. Vraiment, je suis très honoré que vous soyez venus aussi nombreux ce soir pour ce lancement de l'histoire générale de Revel, l'histoire de cette bastide dans le Languedoc. C'est le tome 1, donc. Le tome 1 qui parle vraiment, qui part des origines et qui s'arrête pratiquement à quelques décennies, je dirais pratiquement un siècle après la fondation. Voilà, c'est ce qu'on trouve dans le tome. Là, aujourd'hui, je vais vous faire une présentation dont le titre est La fondation de Revel. Vous verrez, je parle d'autre chose autour, quoi. C'était surtout pour qu'on se retrouve tous ensemble et pour que je vous explique pourquoi on a eu cette démarche de faire cette histoire de Revel. Donc, je rappelle que la société Histoire de Revel a été créée en 1989
On est en 2019, ça fait déjà 30 ans que cette association existe. Elle a fait beaucoup de publications. Je ne vais pas vous réexpliquer nos objectifs. Je pense que vous avez eu le temps de les lire. Donc on va commencer donc directement, on va partir donc dans la conférence. Bon, l'histoire de Revel a déjà écrit dans certaines monographies. La plus importante, c'est la personne qui a fait le maximum de travail sur l'histoire de Revel. C'est Pierre-Antoine Barrault, qui a fait ce travail vers 1840 environ, qui était secrétaire de mairie à l'époque, et son travail n'a pas été édité. Il l'a écrit. Fort heureusement, on a eu la maquette, les manuscrits, et ensuite, ce manuscrit était plus ou moins connu par d'autres auteurs. D'autres auteurs ont aussi écrit des monographies, à savoir celle qu'on connaît le plus, c'est celle de Gustave Domergue en 1976. En 1903, un peu avant, il y a eu Léo d'Hergéry qui a écrit aussi un petit ouvrage, mais ce sont toujours des ouvrages qui sont très superficiels, disons. À l'époque, ça ne pouvait pas être mieux parce qu'actuellement, évidemment, on bénéficie des moyens numériques, d'Internet, de la recherche dans des bibliothèques comme la BNF, la Bibliothèque municipale de Toulouse, et l'école des Chartes, sans bouger de la maison, on peut voir des millions d'ouvrages, donc le travail est beaucoup plus facile actuellement. À l'époque, cela n'était pas possible, et il y a eu aussi des ouvrages assez complets, très complets. Sylvie Malary, qui est d'ailleurs dans la salle, qui avait écrit l'histoire du canton de Revel en Lauragais, où il y a beaucoup d'informations historiques, et aussi l'ouvrage de Bénarès, une Bastide royale, qui essentiellement se consacre au XVIIIe siècle. Donc on était assez conscient qu'il était quand même intéressant pour la population de proposer autre chose, d'aller plus loin, parce qu'on a beaucoup de documents, on a dans nos ouvrages, les cahiers d'histoire de Revel, beaucoup d'articles ont été écrits, et on se rend compte que quand même un certain pourcentage de ce qui avait été écrit n'était pas tout à fait vrai. Alors donc il fallait actualiser tout ça. Donc on a osé, parce qu'il faut oser. Surtout quand on n'est pas historien. Moi, je n'ai pas fait d'études universitaires. Je me suis lancé, je me suis dit, si on attend les historiens, les gens qui ont beaucoup de compétences là-dedans, cette histoire ne sera jamais écrite, ou il faudra attendre un siècle plus. J'avais vraiment envie de le faire pour la société d'histoire, et puis en plus, j'étais poussé un petit peu par l'équipe, donc on est parti pour faire les 5 tomes. Et je crois qu'on va le faire. Et j'espère qu'on le fera bien. Le tome 2 est sorti, normalement. On a prévu pour l'année prochaine, peut-être aux alentours de Noël 2019, donc, le tome 2. Le tome 2 qui sera celui-ci, où on parlera de tout ce qui entre le début du XVIe siècle, il y aura les guerres de religion, il y aura Riquet à Revel, on ne va pas parler du canal du Midi, on ira peut-être jusqu'à la Révolution, et ensuite il est prévu un tome 3, un tome 4 et un tome 5 qui sera consacré essentiellement aux vieilles cartes postales, aux vieilles photos. Alors, pourquoi il y en a 5 ? Peut-être qu'on est un peu gourmand, j'espère qu'on va pouvoir les remplir, les 5 tomes, je pense qu'on le fera. Tout simplement parce que le mot Revel, il y a 5 lettres, R-E-V-E-L, et il y a aussi 5 blasons différents. Et on s'est dit, ben voilà, il faut faire 5 tomes, pour qu'à la fin, je pense dans 4 ou 5 ans ou 6 ans, eh bien, vous aurez la collection complète, et je pense que ça peut être pas mal, quoi. Voilà. Donc, on va parler de... Je le sens encore, oui. On va parler un petit peu de l'implantation de cette ville de Revel, ce soir, donc dans le cadre de cette conférence, les spécificités historiques de notre région, donc on va parler bien avant de Revel avant Revel, je vais essayer de brosser un tableau très rapide quand même, hein. Et deuxièmement, la bastide de Revel, pourquoi elle a été faite là, comment, par qui, voilà, on va essayer de rentrer un petit peu dans les détails. Alors déjà, il faut savoir que notre région a ceci de particulier, eh bien, c'est que par rapport au nouveau découpage administratif des régions, c'est qu'on est vraiment, pratiquement, à quelques kilomètres près, au centre de l'Occitanie. On est ensuite proche d'une montagne, qui s'appelle la montagne Noire, donc, qui est la terminaison sud-occidentale du massif central du Cévennes. On est vraiment adossé contre la montagne Noire. Et on remarque quand même, en regardant l'histoire, la proto-histoire, la préhistoire, que nous ne sommes pas dans une région, c'est pas n'importe où, on est dans une région un petit peu privilégiée. Donc ce terroir, d'abord à l'époque préhistorique,
à l'époque donc où les gens sont nomades, qui font de la chasse et de la cueillette, nous sommes vraiment au centre de l'art franco-cantabrique. C'est là qu'il y a les grandes cultures, on ne va pas parler de civilisation à la préhistoire, mais les grandes cultures donc, qui font des dessins dans les grottes, qui font des modelages, des choses comme ça, des sculptures dans l'os, et ça se trouve vraiment dans notre région. Ensuite, au néolithique, alors je vais rapidement, évidemment, là c'est les centaines de milliers d'années qui passent. Au néolithique, alors disons vers le 5-6e millénaire avant Jésus-Christ, va arriver donc cette culture, la néolithisation qu'on appelle, où les gens vont se sédentariser. Ils vont passer de la chasse et de la cueillette à l'élevage et à l'agriculture. Ça ne se fera pas, évidemment, en quelques décennies, ni en quelques siècles. Il faudra 1000-2000 ans avant que l'on passe de cette économie donc à l'autre. En tout état de cause, notre région va être concernée, dès le 6e millénaire, par deux grands courants, un courant méditerranéen et un courant qu'on appelle danubien, qui viendra par le centre de l'Europe. Dans la région, je reviens, est là, et ces cultures néolithiques, là aussi, on ne va pas parler de civilisation encore à cette époque-là, les cultures néolithiques, on va bénéficier des influences du nord, du centre de l'Europe, des influences méditerranéennes, des influences pyrénéennes, pyréno-atlantiques, on va dire. Allez, on va les regrouper ensemble. On est vraiment dans un endroit où vont passer pas mal de cultures, de civilisations. Alors, nous sommes aussi à la confluence de différentes cultures néolithiques, et l'on retrouve pas uniquement la Revel, évidemment, la Revel n'existait pas, mais dans la montagne, dans les grottes c'est un véritable conservatoire naturel. Dans notre région, mais aussi on va partir sur 20 ou 30 km autour, on va retrouver des signes un peu de toutes ces cultures néolithiques qui sont passées par ici et qui chacune a apporté son savoir-faire. Alors, on retrouve tout cela sous forme de mobilier. On retrouve notamment dans notre plaine, ici, les premiers monuments, qui sont les menhirs. Là, vous en avez deux. On en connaît une quinzaine. 15-20, il y en a peut-être eu d'autres, mais qui ont été soit qui ont pu être tombés, qui ont pu être transportés, qui ont pu être enterrés. Des haches polies, évidemment, et des pointes de flèches et des bracelets en pierre. C'est un mobilier quand même assez riche que l'on retrouve dans notre région. Ensuite, nous avons été aussi dans des zones, surtout à partir de l'âge des métaux, le cuivre, le bronze, l'étain, qui mélangeait au cuivre, donc du bronze. On s'est retrouvé sur des grands courants économiques. Bon, la vallée du Rhône, quand même, il y a pu y avoir une dépendance avec la vallée du Rhône, mais aussi et surtout, ces courants qui amenaient le cuivre et l'étain qui venaient des îles Cassiterides, de l'Angleterre, par le long du littoral atlantique et qui passaient donc dans notre région, si vous voulez, grosso modo, qui remontait la Garonne et bon, qui aurait pu remonter le canal du Midi s'il avait existé à cette époque-là. Donc là aussi, nous étions très très près de ces zones économiques qui étaient très importantes et qui étaient de la route de l'étain. Évidemment, à l'époque historique, là on va parler par contre des civilisations, les civilisations qui sont venues, où on a retrouvé donc des traces. Alors, tout est mélangé, j'ai tout mis pour faire rapide. Hein. Les proto-celtes et les celtes et les Gaulois, qu'on appelle beaucoup plus, qui sont connus sous le nom de Gaulois, les Romains, les Étrusques, les Grecs, les Puniques, les Carthaginois, donc, et les Ibères. Notre plaine de Revel, pas que la plaine de Revel, évidemment, mais moi on parle de Revel, ici pour parler de Revel, la plaine de Revel, il y a énormément de sites archéologiques, gaulois et gallo-romains, et on en retrouve des dizaines qui ne sont pas tous fouillés, évidemment. Il n'y a pas les moyens, il n'y a pas de problématique là-dessus pour faire des fouilles sur chaque site. Mais on en connaît beaucoup et on sait que le terroir a été mis en valeur très très rapidement dès l'époque gauloise. On retrouve des fermes gauloises, on retrouve des exploitations antiques. Alors je vous ai mis ce petit dessin là, où on ne voit pas de ville. Il y a un Gaudrian qui était certainement ou une énorme villa gallo-romaine, ou peut-être un véritable vicus, la petite métropole un petit peu de la plaine, où l'on retrouve pas mal de mobilier antique, et tout autour des petites exploitations agricoles, beaucoup plus modestes, qui se trouvent tout autour. Et on peut, comme a fait, c'est vrai qu'on a essayé un peu
de suivre un petit peu le travail qu'avait fait Michel Passelat, qui est un antiquisan de renommée, qui se retrouve, qui est à Castelnaudary, à Bram, jusqu'à Narbonne, c'est le spécialiste vraiment, où il a recherché des signes de cadastration romaine. Et nous, pourquoi pas, on retrouve quand même qu'il y a des linéations qui ont des directions très privilégiées et qui pourraient penser qu'ici aussi nous avons eu, comme à Castelnaudary, comme à Carcassonne, comme à Narbonne et bien d'autres endroits, une cadastration romaine très très tôt. Alors, il y a des sites aussi que l'on ne connaît uniquement par des photos aériennes. Des photos aériennes qui parfois, dans des conditions bien particulières, permettent d'avoir des spectres un petit peu de l'habitat, des bâtiments qu'il y a dessous, tout simplement parce que la photo aérienne permet, lorsqu'il y a des problèmes, soit par les différences de maturation de céréales, soit par l'hygrométrie du terrain, permet de faire ressortir des lignes qui montrent bien qu'on a là, dessous, cachés sous la terre, des maisons, des grands bâtiments, et ça on se trouve près de Montgé. Alors on a essayé d'un petit peu, Michel Passelat, que la personne que je vous ai parlé, donc, a essayé de faire un petit dessin. Nous on s'est amusé de faire une petite image en 3D pour montrer qu'il pouvait y avoir des exploitations antiques d'importance dans notre plaine. La zone de Revel, alors disons, je dis la zone de Revel, la montagne Noire a souvent été aussi une zone frontière. Zone frontière, tout d'abord, entre la province, lorsque les Romains ont pénétré jusqu'à Narbonne, à Toulouse même, je suis allé trop vite, et les Gaulois, la Gaule chevelue. Donc ça ne correspond pas à ce dessin, je ne l'ai pas mis. Donc il y avait une zone frontière qui était à peu près comme ça, vers là, donc où il y avait encore la Gaule indépendante qui était là, avec la province qui était là. Nous étions dans une sorte de zone tampon, zone frontière où les échanges économiques se faisaient d'ailleurs. Assez bien. Ensuite, il y a eu une zone tampon après que les Francs avouillé et repoussé les Visigoths dans Septimanie. Septimanie, c'est ici. Et la frontière se trouvait aussi quelque part par là. Alors, les frontières, il ne faut pas entendre une frontière comme on l'entend aujourd'hui. Les frontières actuellement sont bien limitées, en fait, normalement. Mais disons à cette époque-là, ça peut être un peu mouvant. Mais en tout cas, à partir de la bataille de Bouillé, en 507, les Visigoths étaient d'un côté de la montagne et les Francs on disait qu'ils étaient sur les collines, sur le relief de Cuesta, de Saint-Félix, etc. Alors, ce qui est intéressant dans notre région, c'est que quand même, il y a pas eu quand même pas mal de recherches archéologiques, pas toujours sous forme de fouilles, mais ne serait-ce que des recherches sur le terrain, où on a retrouvé pas mal de faciès urbains, on va employer le mot comme ça, des zones où il y avait des agglomérations où les gens se regroupaient, sous forme de villages ecclésiaux. Il y a un bourg abbatial qui a été fait à Sauvageon, on le sait, des sauvetés, qui souvent dépendaient du clergé, et ensuite chez les laïcs, on avait les castrats, les fameux castrums, le castrum de Bernico par exemple, des castelnaux et des mottes castrales. Mottes castrales entre Afronèse et Saint-Félix, chaque fois je vous ai mis un petit peu de nom pour vous montrer qu'il y en a un peu partout. Alors ça c'est un petit peu on est un peu à l'origine un petit peu de l'urbanisation de la plaine, bien que je vous ai dit qu'à l'époque antique c'était déjà le terroir était déjà valorisé. On retrouve donc, notamment sur les reliefs, des castrats, pardon. C'est vrai qu'en archéologie, on a le droit de dire des castrats. Il y a des archéologues dans la salle, et je pense qu'ils ne diront pas le contraire. On dit parfois des castrats, mais c'est pas juste, il faut dire des castrats. Donc là, vous avez le castrum de Bernico. Il y en a aussi au-dessus de Massaguet. Il y en a un peu partout. Et souvent, ce sont des espaces qui sont enfermés dans des remparts, avec une tour castrale, la tour des seigneurs, et un petit village, une sorte de basse-cour qui se met tout autour, avec plein de petites maisons, comme ça. Ça, c'est Bernico, et ça, c'est un contraste. Voilà, alors, on voit très bien les défenses. Ça, c'est le castrum de Durfort, les castellars de Durfort. Et on voit dans notre région tout un tas d'endroits où l'on retrouve ce genre je vais dire entre guillemets, de forteresses. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a remarqué, mais
peu de temps, tout compte fait, parce qu'on a retrouvé, ce qui est assez fou, c'est que sur ces dernières années, on a encore retrouvé 2 ou 3 petits castrats qui étaient absolument inconnus. Et actuellement, nous avons pratiquement, à chaque entrée de vallée, qui va en direction de Carcassonne, si vous voulez, sur le versant sud, on retrouve des défenses médiévales, pratiquement à chaque vallée, qui a l'air de barrer ces routes, ou en tout cas de les contrôler, formant ce que j'appelle, le mot est fort impropre évidemment, une sorte de ligne Maginot, parce que là aussi, comme je vous ai parlé un petit peu de zone frontière entre les Gaulois et les Romains, zone frontière entre les Visigoths et les Francs, nous avons eu ici quand même une zone aussi tampon entre le comte de Toulouse et la vicomté de Carcassonne, Albi, Béziers et Trincavel. Et Dieu sait qu'à une époque, ils se sont quand même tapés dessus, à commencer par les problèmes qu'il y a eu lors de la Grande Guerre méridionale, qui est souvent très peu connue, mais qui a duré plus de 100 ans. On parle même de la première guerre de 100 ans, mais aussi pendant la période de la guerre des Albigeois pour le 14. Alors l'espace géoéconomique, on va voir un petit peu les unités de production et les communautés villageoises. Alors notre région a ceci d'intéressant, c'est que la géographie montre qu'il y a des montagnes, il y a des piémonts, des versants, il y a de la plaine, il y a des collines, mais on a aussi beaucoup d'eau, beaucoup de vent. Ça c'est bien, c'est pas bien, c'est bien pour faire tourner des moulins, c'est pas bien parce que ça met les cultures un peu sans dessus-dessous. On a du silex, on a de la pierre, on a du fer, on a du bois, on a de l'argile, et on a dans la plaine un terroir qui est formidable et qui a toujours été reconnu, même à partir des écrits où on commençait à écrire donc à l'époque antique, en particulier Jules César qui parlait, d'une région vraiment très très riche. Il y a eu d'autres auteurs latins qui ont parlé de notre région. Il y a au Moyen-Âge, il y a Froissart, il y a même eu le prince noir, lorsqu'il a fait la grande virée en direction de Narbonne, qui est passé par Cangelary. Et dans la plaine, on retrouve des endroits où on ne retrouve par exemple, comme à Montgé, qu'un cimetière. Voilà, le cimetière là, ça c'est la photo en détail, c'est la photo vue plus loin. Un cimetière, mais si vous regardez bien, tout autour, il y a une structure arrondie, un truc foncé qui est tout autour, on le voit ici. Et bien ça, c'est tout simplement un village ecclésial à une époque, c'est-à-dire un fossé défensif qui permettait de protéger à l'intérieur toute une petite communauté de paysans qui était souvent, dans la mesure où c'était géré par l'Église, qui était protégé par la paix de Dieu ou la trêve de Dieu. C'est-à-dire là, ils étaient un peu protégés derrière ce fossé. Voilà, c'était une période d'insécurité. Voilà. Et ici, un exemple, je vous montre le village de Roumens, le départ du village de Roumens, où on voit bien une structure arrondie. Ça, c'est un plan qui doit dater du XVIIe ou XVIIIe siècle, où on voit encore plein de petits parcellaires, de petites maisons, avec le fossé et l'entrée pour rentrer dans ce village. Déjà, vers 1600 et quelques, c'était comme ça avant que le village, évidemment, s'agrandisse un peu. Roumens. Donc, si on met en parallèle cet arrondi, avec ceci près de Montgé, et on comprend un petit peu mieux certains faciès urbanistiques donc de la plaine. Alors Revel, le voici. Voici Revel. Et là, je vais vous mettre un petit peu l'attractivité des villages qu'il y avait juste à côté, ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Les villages qui ont été les villages fondateurs. Dans les textes, on trouve essentiellement Vore, évidemment, ça c'est le premier, c'est le plus important. Vore, on retrouve Dreuil et Vaudreuil. Les autres ne sont marqués que plus tardivement, ou en tout cas secondairement. Alors, dans ces petits villages, il y a des fouilles qui parfois ont eu lieu. Et on a retrouvé donc des structures anciennes. La plupart des villages, que ce soit Vore, Dreuil ou Vaudreuil, on peut penser que leur origine a pu être faite vers l'an 1050, vous voyez, 1100. Voilà. Il y a quelques textes. Pour Dreuil, on a des textes. Pour Vore, on en a quelques-uns aussi. Mais c'est vrai que les lucarnes sont très petites. On ne peut pas très bien savoir exactement ce qui a pu se passer, en tout cas lors de la fondation de ces petits villages. Toujours est-il qu'ils sont là. Et par exemple, ici, vous avez l'église de Dreuil. Et lorsqu'ils ont fait la salle des fêtes de la ville de Dreuil, ils ont donc fait des travaux de terrassement. Et là, on a retrouvé des fonds de silos, donc fonds de silos qui servaient pour mettre du grain, pour protéger le grain des souris et de plein d'autres choses. Le parcellaire, par exemple, de Dreuil, on voit bien le parcellage arrondi avec l'église au centre.
Saint-Pierre de Calvéra, c'est un peu pareil, il y a un petit arrondi. Quant à Vore, on peut s'imaginer, là c'est beaucoup plus difficile à lire, mais on voit un petit parcellaire arrondi, une sorte de village ecclésial qui est là. Alors ça, c'est Vaudreuil. Alors Vaudreuil, assez curieusement, n'a jamais pu être à l'époque au bord du Lodote. Ça débordait sans arrêt le Lodote. Le Lodote a été dompté, je dirais, entre guillemets, grâce au barrage de Saint-Riol. Mais avant, lorsqu'il y avait une grande pluviosité sur la montagne, ça débordait de partout, donc on ne pouvait pas vivre au fort du Lodote. Donc le village de Vaudreuil, là où il est actuellement, n'a pu être fait que parce qu'il y a le barrage de Saint-Riol qui fait frein donc à ce gros débit d'eau lors de forte pluviosité. Donc la vie se passait à quelques centaines de mètres du village, un peu en hauteur, là aussi qu'il y a le cimetière actuellement, et où il y a la fameuse chapelle où actuellement nous avons un projet de... Enfin, nous n'avons pas, nous, l'association, mais la municipalité de Vaudreuil a un projet de réhabilitation de cette chapelle. Je trouve d'ailleurs où se trouvaient, bon malheureusement ils ne sont plus, des fresques du XIVe ou XVe siècle. Alors souvent, dans tous ces villages, il y a l'église qui montre bien où était le centre de l'agglomération agricole, de la communauté villageoise dans ses origines. Ici vous avez Vore, bon là en photo aérienne, on le voit bien ici, commencer. Et vous voyez bien, et c'est là où il y a ces ronds, et bien à ces endroits-là, où il y a eu des maisons qui ont été bâties, on a retrouvé de la céramique, on a retrouvé aussi des structures enfouies, ce qui veut dire qu'à l'époque, Vore était beaucoup plus grand que ce qu'il a été au départ, évidemment, et tel qu'on le voit actuellement. C'est-à-dire Vore était assez grand, c'était quelque chose qui faisait comme ça environ, et qui devait quand même abriter pas mal de gens. Et on le voit d'ailleurs dans les textes, puisque vers 1210, on retrouve des textes en 1210 de Vore, où l'on voit qu'il y a un consulat qui est en place. Un consulat, c'est une sorte de liberté qui est donnée à ces communautés pour pouvoir se gérer elles-mêmes. Bon, c'était pas comme maintenant, mais si vous voulez, les gens, c'était plus un seigneur qui dirigeait, si vous voulez, les affaires de la communauté. Donc ces consuls ont droit de haute, moyenne et basse justice, et il y a même un des consuls qui à un moment donné sera juge-mage à la sénéchaussée de Toulouse. Juge-mage, c'est pas rien, c'est le lieutenant du sénéchal. Voilà, alors ici, le contexte archéologique de la ville de Vore, Génisville, entre guillemets, on voit très bien que Vore était beaucoup plus grand que ce qu'il était à l'époque. Il y a même un endroit où on peut penser qu'il y a eu un déplacement de l'habitat à une certaine période, puisqu'à un endroit qui s'appelle Saint-Sernin, on retrouve quelques structures aussi archéologiques. Alors évidemment, ce qui est intéressant en archéologie, c'est qu'on peut retrouver des structures enfouies qui n'ont pas été rasées par les engins agricoles. On retrouve les champs en profondeur et on a pu trouver, en particulier à droite, des souterrains. Alors, c'est pas ça. Des souterrains, alors dans le Tarn, c'est connu, même dans notre département, souvent ça peut être des sortes de souterrains refuges qu'on appelle, ou on emploie plutôt le nom de souterrains aménagés, qui étaient des sortes de caves. Hein, où aussi les gens parfois pouvaient s'enfermer à l'intérieur en cas de problème. Voilà. Et à Dreuil, ce n'est pas un souterrain aménagé, ce n'est qu'un tunnel qui a été fait, on en voit un second ici, bon, qui a été par contre ouvert par la pelle mécanique, et qui permettait de faire une captation d'eau. Et c'était pas très grave. Celui-là se trouve près de Saint-Julian. Voilà, c'est un petit souterrain pour quelques places où les gens pouvaient peut-être se cacher ou en cas de pluviosité se mettre à l'abri des intempéries. Donc, ces entités villageoises que je vous ai parlé, Vore, Dreuil et Vaudreuil, vont se regrouper et on va fonder une bastille. Baouré, Vore, qui est le village le plus important, va devenir Révélo, Revel, et il va y avoir évidemment un fort déplacement de population, qui ne va pas concerner que ces villages, et qui va aller très très loin. Par exemple, on retrouve des gens d'Aurillac-sur-Ardinel, des gens de Saint-Julian, des gens de Montaigut, dans les textes, on les voit, qui sont parmi les premiers colons de Revel. Donc une certaine désertion des petits villages aux alentours, parce qu'il y a une forte attractivité, on va voir un petit peu comment. Alors quand on veut faire un Revel, le réseau viaire, le réseau des routes, est limité à sa plus simple expression. Quelques chemins qui ne sont pas en très bon état, d'ailleurs lorsqu'il y a des fortes inondations, même jusqu'au XVIIIe siècle,
jusqu'au XVIIIe siècle, il y a parfois, les gens ne peuvent pas passer. Il se passe 2 semaines où on peut pas passer aller par exemple de Castelnaudary à Castres par Revel. Toute la plaine est inondée, c'est pas possible. Donc on a vraiment un endroit plus ou moins marécageux qui se trouve évidemment entre Vore, Couffinal, Cahuzac, Vaudreuil, Dreuil, Saint-Pierre-de-Calvérac. C'est la grande forêt de Vore que l'on retrouve dans tous les textes. Cette grande forêt de Vore, très dense, dans les textes, c'est marqué comme ça. Alors peut-être c'était un peu exagéré, parce qu'ils avaient une demande, des suppliques au roi à formuler. Donc on dit cette forêt est dense, on n'ose pas y aller. Il y a des animaux très dangereux, et il y a en plus des bandits, des assassins, un peu de tout. D'ailleurs, à une époque, il y avait le chemin qui allait de Vore à Dreuil, qui s'appelait le chemin des bandits ou des malfaiteurs, un peu comme ça. Voilà. Donc cette forêt, c'est tout le vert que vous voyez là, eh bien, à l'intérieur, il n'y avait rien, à part les animaux, les bandits. Voilà. Donc on décide de faire une bastide dans cette forêt. Alors, il faut initier un projet. Alors ce projet, évidemment, si la bastide a été fondée en 1342, on peut bien s'imaginer que ce n'est pas 1341 qui l'ont décidé, c'est pas l'année avant. Donc on peut très bien penser que des décennies avant, ça a commencé à se préparer. En tout état de cause, au moment où il y a la fondation de Revel en 1342, les acteurs sont le roi de France Philippe VI de Valois, ça c'est clair et c'est net. C'est un chancelier, si vous voulez, en quelque sorte le Premier ministre actuellement, hein, le chancelier du roi qui s'appelle Guillaume Flotte, le sénéchal à Godebout, qui est en quelque part qui est le président du conseil régional, si vous voulez, hein, bon, voilà, le sénéchal à Godebout, et le vice-président du conseil général, qui serait le juge mage, qui s'appelle Pierre de Montrevel. Alors ça c'est pas un cadeau, il s'appelle Pierre de Montrevel. Vous allez voir pourquoi. Voilà, donc il s'appelle Pierre de Montrevel, voilà, c'est comme ça. Donc voilà les gens qui, au moment de la formation en 1342, vont mettre en place les papiers pour que ça se fasse. Mais évidemment, on peut très bien penser que bien avant, il a dû se passer des choses. Et bien, bien avant, eh bien, on en retrouve des traces dans des documents où l'on voit par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'en 1317, c'est-à-dire plusieurs décennies avant la fondation, on a un Pierre de Vore qui est juge mage à Toulouse. Juge mage, je vous le dis, c'est pas rien. Hein. C'est le lieutenant, c'est le bras droit du sénéchal. Donc, bon, on va passer. Et on a le roi, Charles IV le Bel, qui est celui qui a avant Philippe de Valois, qui va consacrer Vore par une charte, un vivus, en juillet 1323. Et on sait que les Baouriens, il y a des gens de Vore ici? Non. Bon. Parce que les Baouriens, ça a l'air de dire les Vauriens un petit peu. Hein. Bon. Mais l'étymologie, merci. Pourtant, j'ai pas vu qui fait manger, je vous assure. Hein. L'étymologie du mot Baoré veut dire que c'est un terrain qui n'est pas terrible. C'est un espace qui n'est pas très bien. C'est un terrain qui s'inonde. Tout ça, voilà. Donc, c'est les gens de Vore, les Baoriens, qui vont suppliquer les rois. Et il y a plusieurs rois qui vont se suppliquer, le Philippe le Bel, Louis le Hutin, Philippe Saint-Laurent, Charles IV, ainsi de suite. Donc, il y aura une préparation qui va se faire en amont. On sait aussi qu'en 1301-1302, Philippe IV le Bel est venu. Philippe IV le Bel est venu à Toulouse, et il va même venir à l'abbaye de Sorèze. Et on sait que quand il vient à l'abbaye de Sorèze, il y a les gens de Dournes qui vont venir avec des rameaux de romarin, ils vont venir, et ils vont dire, voilà, permettez-nous, notre roi, de pouvoir continuer la dynamique économique que nous faisons sur Dourgne, à savoir essentiellement le travail du drap. On peut très bien supposer qu'il y a des gens peut-être de Vore qui sont allés pour dire, mais là, il n'y a rien d'écrit, là, c'est vraiment très subjectif ce que je dis, mais je suis presque sûr que ça a dû se passer comme ça. Les gens de Vore, de Dreuil et de Vaudreuil qui ont dit, écoutez-nous, c'est plus possible, les animaux, les assassins dans la forêt, on vit mal dans nos petits villages, on aimerait bien construire une bonne et belle ville. Voilà. Donc, que cette demande ait été faite à Philippe le Bel, c'est pas impossible. Et Philippe le Bel, son bras droit sur le plan politique, c'est Guillaume de Nogaret. Guillaume de Nogaret, il vient de Saint-Félix, là, il vient de Nogaret, à Saint-Félix. Donc, tous ces gens-là sont des gens du coin, en tout cas, ils sont venus au coin, et ils ont certainement été, à mon avis, plusieurs décennies avant la fondation de Revel, les initiateurs, certainement, de cette fondation. On va mettre aussi Pierre Flotte, qui est seigneur de Revel.
Tiens, Seigneur de Revel. Vous savez, Revel, c'est dans le Dauphiné, c'est là où c'est qu'ils ont fait le film sur les choristes. Il y a un château là-bas. Hein, voilà, il s'appelle le château de Revel. Voilà, je ne dis pas plus, je vous dirai tout à l'heure, vous allez comprendre. Ça marche un petit peu avec le Mont Revel et tout ça. Et Pierre Flotte, qui est le père de Guillaume, je vais vous embrouiller, je le sens, je vais vous embrouiller. Enfin, Pierre de Guillaume Flotte, donc lui, Guillaume Flotte, qui était le chancelier de Philippe VI de Valois, j'en avais parlé avant, qui lui était aussi, sur Toulouse, maître des requêtes en Languedoc. Voilà, je ne dis pas le reste. Hein. Bon. Pour monter la ville de Revel, ben, c'est pas plus compliqué, ce qu'on te fait, parce que tous les espaces appartiennent au roi. Ils appartiennent au roi depuis l'annexion du Lauragais, au royaume de France. Voilà. Et donc, il n'y a pas le contrat de pariage. Le contrat de pariage, c'est-à-dire lorsqu'on forme, parfois dans certaines villes qui ont été fondées, je pense par exemple à Grenade, qui est une bastide aussi, il a fallu faire un contrat entre certaines personnes et par exemple les moines, à Grenade, je ne sais plus, les moines, je ne sais pas quoi, enfin, ils étaient plusieurs qui revendiquaient des droits un petit peu cette ville. Ah, Revel, pas de problème. C'est le roi, il n'y a que le roi, c'est lui qui décide, et la ville est royale, à 100% royale. Donc, le projet se fait. Et il n'y a pas de souci. Donc on décide donc, de faire cette belle ville de Revel. Vous la reconnaissez. Elle n'est pas non plus particulière. Est-ce que c'est un hexagone, un heptagone, un octogone? Bon, parce que les côtés ne sont pas très clairs parfois. On voit très bien que la ville est là, le beffroi est là. Mais lorsqu'on veut faire cette ville, ben c'est ça que l'on voit. C'est la grande forêt, avec les animaux et les assassins. Et ouais, voilà. Alors les gens n'y vont pas, hein. Alors à Vore, il y a des milices armées qui se mettent en place. Et la jeunesse de Vore, elle est très aguerrie. Voilà, ils sont 40, 50, 60, enfin on voit ça dans les textes. Et ils se défendent contre ces animaux qui parfois sortent de la forêt, qui vont détruire l'agriculture, mais aussi contre les gens bizarres qu'il y a là-dedans. Donc, une fois que le texte est fait, on commence donc à décider de faire un trou dans cette forêt. Le premier trou qui est fait, c'est certainement le centre du beffroi. Ça aussi, c'est pas écrit, mais pour beaucoup de bastides, ça s'est passé comme ça. On a fait parfois des corrélations avec d'autres documents, hein, lorsqu'on revient dans les appareils. Donc, ce qui est sûr, c'est que de là, il y a des gens qui coupent des arbres, on fait une première clairière, et puis après, il y a des arpentins qui arrivent. Les arpentins, c'est ces gens-là, sortent des géomètres, si vous voulez, qui vont tracer des rues à angle droit, et ça on ne sait pas s'ils l'ont fait, parce que ça, moi je vais vous expliquer après quand on va parler des remparts, ils étaient partis pour faire des quadrilatères partout, et le faire aussi grand qu'ils pouvaient, en espérant évidemment pouvoir y amener du monde. Donc on commence à faire cette ville au sein de la forêt. Mais cette ville, elle n'est pas placée n'importe où. Et pour vivre, avec en plus une ville quand même de cette importance, il faut de l'eau. Et de l'eau à cet endroit-là, il n'y en a pas. Par contre, il y en a derrière la montagne, là où il y a Saint-Ferrand maintenant, c'est le Logoth, qui passe derrière, et il y a le Sort. Et il y a des petits ruisseaux qui descendent du coteau de Saint-Ferriol, et qui s'écoulent soit vers le Sort, soit vers là, on va le voir un peu plus loin. Donc, ce qu'on fait, on va capter le Sort au niveau du pont Crouzet, et en gardant la bonne altitude, on fait un petit canal et on l'amène à Revel. Et ça va rentrer par l'entrée de la rue du Temple, là où c'est qu'il y a là où il y avait les belles douches, là les AVF. Ça va traverser tout ça et ça va sortir de l'autre côté. Là, c'est les allées Charles de Gaulle, si vous voulez maintenant. Voilà. Et comme Revel est en pente, à partir de là, il y aura plein de petits ruisseaux qui vont pouvoir descendre vers là. D'autres, par gravité, vont descendre par là. Et cette eau va permettre donc d'amener de l'eau potable à partir de ce point, évidemment, pas à partir de là, à partir de ce point, de l'eau potable dans certains endroits de la ville, mais aussi va permettre de nettoyer la ville. Il n'y a pas de tout à l'égout. Tout passe en surface. Donc on fait ça. Évidemment, après, on fait des routes, des chemins qui conduisent à travers la forêt à cette ville. On en fait 4. Il y a 4 entrées.
Ce qui est bien calculé, c'est qu'il n'y a aucune entrée qui est en face l'une de l'autre. Si vous allez là, paf, on tombe sur le rempart. Ici, rempart. Ici, bam, rempart. Ici, bam, rempart. Donc il y a 4 entrées, ça c'est voulu. Peut-être pour la sécurité, pour le contrôle. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient de Toulouse et qui veut aller à Sorèze, eh bien, il vient là, et puis s'il veut prendre la route de Sorèze ici, eh bien, il est obligé ici de faire un tracé en baïonnette. Parce que là, à l'époque, il n'y a pas de chemin pour faire un tour. On est obligé de rentrer dans la ville, souvent de payer un droit, un octroi, il y a des péages, et on est obligé de faire un tracé en baïonnette dans n'importe quel sens que vous voulez aller, vous passez par le centre. Et là, les consuls ramassent. Ils ramassent pour la ville, il faut que la ville vive. On a des vieux plans. Il y a des arpenteurs. Là, vous voyez, le plan date quand même du XVIIe siècle, mais qui montre que la forêt existe encore au XVIIe siècle. On trouve même des moulins. Alors ça concerne la région de la zone de Durfort. Ça, c'est Durfort. Ça, c'est les Cannes. J'ai mis celui-là parce que c'est là où il y avait le plus de bois, comme du plan. Et on voit les petits moulins qui sont au bord du Sort, qui sont là. On a d'autres plans qui montrent, par exemple, ici, vous avez la ville de Revel. Voilà. Qui est très schématisée, hein, c'est une évocation qui n'a rien à voir avec le fait. On peut avoir tendance à avoir le beffroi, avoir peut-être une porte, et la porte ici, la porte Notre-Dame, peut-être, bon, enfin, voilà. Donc il y a des plans, parce que tout simplement, il y a quand même quelques petits soucis. C'est-à-dire, si la forêt est royale, si on est tranquille, que tout appartient au roi, c'est que quand même, autour, il y a des seigneurs, il y a les Manènes de Bellocq, il y a le seigneur Rigaud de Vaudreuil, il y a l'abbé de Sorel, c'est pas rien, il est propriétaire d'espace foncier. Donc il y a des endroits où les trucs ne sont pas bien délimités, et cela pose des problèmes. Et donc on est obligé de faire des plans pour bien dire, attention, là, à cet endroit-là, là, on arrête les terrains qui sont au roi, donc qui appartiennent directement à la ville de Revel, et là commence le fief des Rigaud de Vaudreuil, par exemple, ou le fief des Manènes en direction de Bellocq. Donc on fait des plans, et on met souvent des petites bornes, des bossoles, ce qu'on appelle des boussoles, tout autour. C'est des pierres, souvent des grosses pierres qui sont verticalisées, un peu comme un menhir. Bon, je passe. Alors le phénomène Bastide, c'est intéressant pour Revel, c'est une véritable révolution urbaine. Ce qui se passe, c'est que petit à petit on sort de la féodalité, le roi va vouloir prendre du pouvoir, et on crée très rapidement, entre 1220 et 1360, Revel est fondé en 1342, 1360 c'est la fin. 1342, 1360 c'est vraiment la fin. Revel est bâti comme en tant que Bastide à la fin de ce phénomène. Il y a un phénomène Bastide qui se met en place dans le sud-ouest, où il y a près de 300 villes nouvelles qui se mettent en place, où il y a donc des regroupements de population, où on réactive l'activité économique, où aussi on peut mettre en place des taxes parce que le roi a besoin d'argent, et où on peut donc aussi contrôler les populations. Il ne faut pas oublier qu'on sort des guerres, la guerre des Albigeois, de la grande guerre féodale, et que nous nous retrouvons en pleine guerre de 100 ans. En tout cas, pour Revel. Donc voilà, il y a des villes qui sont partout, il y a des bastides, une sorte que je marquais, une sorte de, le mot n'est pas juste, c'est aussi une sorte de remembrement agricole qui se réorganise en travers de trucs. Alors voilà, le contexte politique, quand Revel se met en place, et sur les siècles avant, c'est ça. Ça a bougé quand même pas mal, la grande guerre de la j'en ai parlé, les Albigeois, rattachement du comté à la couronne de France, j'ai mis quelques dates. La guerre de 100 ans, 1337 ça commence. Revel est créé en 1342 et va finir en 1453, ça fait plus de 100 ans. Et la fameuse insécurité dans la grande forêt de bois. Voilà, alors Revel est dans ce contexte politique, qui n'est pas formidable. Ce qu'il y a de formidable à cette époque-là, c'est qu'encore en 1342, les conditions climatiques ne sont pas très mauvaises. Il y a eu un accroissement démographique depuis la ville, puisqu'il y a eu l'été médiéval, la France qui se couvre d'un blanc manteau d'église, tout ça, voilà, bon, il n'y a pas trop de mortalité, mais en 1342, les quelques années avant, il y a ce qu'on appelle, je crois que ça se dit toujours, hein, les archéos qui sont derrière ça, ils sauraient vous me direz si je ne dis pas trop de bêtises, hein, il y a l'hiver médiéval, c'est-à-dire que les conditions climatiques se détériorent, et on voit très bien que dans les années 1338, 1340, donc quelques années avant Revel, il y a des disettes, des famines, la soudure, le mot la soudure, au mois d'avril ne se fait pas, c'est-à-dire que les gens n'ont plus de grains pour pouvoir arriver à en récolter d'autres et pour pouvoir survivre d'une année sur l'autre. On est obligé d'acheter du grain ailleurs, dans la mesure où on peut, sinon les gens
ils ferment d'un cran la ceinture. Enfin, ils n'ont pas de quoi manger, hein. Il n'y a pas les secours populaires et tout ça. Donc, voilà. Alors, voilà, ouais. Donc ça, c'est un petit dessin qui montre un petit peu ce phénomène bastide, donc qui commence en 1220, qui finit vers 1360-70, voilà. Donc on voit très bien que ça monte en crescendo, notamment dans les années 1990, puis ça redescend doucement. Revel est bâti à ce moment-là, ici. Donc on voit vraiment que c'est une bastide, ce qu'on appelle une bastide de dernière génération. Ce qui est intéressant, pour les bastides de dernière génération, là il n'y en a plus qu'une dizaine qui vont être fondées, avec Revel et quelques autres. Eh bien, c'est que là, on sait les faire. Quand je dis on sait les faire, c'est-à-dire que les chartes de fondation, la charte de commune sont parfaitement bien ficelées. On sait comment construire les rues, on sait comment faire pour l'eau et tout ça. Donc Revel, on peut le dire, allez, faisons un peu de nombrisme, c'est une des plus belles bastides qu'il existe, avec Grenade peut-être, d'accord, bon, mais elle est vraiment superbe notre bastide de Revel, elle est vraiment formidable. C'est une bastide finie. Et souvent, dans les publications, même les publications générales, qu'est-ce qu'on prend exemple? Qu'est-ce qu'on prend exemple comme bastide? Et voilà, mais dites-le, il faut être fier, c'est Revel. Voilà. Et oui, et alors Revel, voilà. Alors voilà, ça je vous l'ai dit déjà. Et Revel, quand il se fait en 1342, elle se fait en 1342, on n'a pas trop de chance, tout le monde fait, parce que quelques années plus tard, en 1348, c'est la grande peste. Et alors là, on sait que la grippe espagnole en 1918 a tué pas mal de millions de personnes, mais la peste en 1348, c'est 50% de la population en quelques mois qui passe. C'est-à-dire, vous imaginez, vous êtes au mois d'août, à Revel, il y a le chiffre qui est à peu près bon, parce qu'il y a les textes. Hein. Il y a 3000 habitants, parce que très rapidement, Revel, il y a eu 3000 habitants. Vous êtes au mois d'août, et en décembre, vous n'êtes plus que 1500. Et tous les jours, boum, 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 il y a la cloche qui sort, bam, bam, des morts, de la peste, et puis on voit très bien que ça se donne de l'un à l'autre. C'est le mal de Dieu. Alors les gens, là, ça va pas. C'est sur toute la France, sur toute l'Europe même. Voilà. Et en plus, lorsque Revel se met en place, c'est que les Anglais, nous sommes en pleine guerre de 100 ans, il y a quelques années que la guerre de 100 ans a débuté, et les Anglais, au départ, Anglais gascons, hein, il y a des Français, il y a des gens et des Français qui tiennent pour les Anglais, donc si vous voulez, ils étaient l'espace qu'ils avaient, c'était le vert, et là, très rapidement, en une dizaine d'années, ils vont avancer énormément, ils vont même encercler Toulouse, arriver à Albi, et Revel est une espèce de... va être bientôt encerclé. Alors, est-ce que c'est une raison pour laquelle on a activé la mise en place de la bastide? Pourquoi pas? Mais en tout cas, on sait qu'au moment où Revel est fondé, à Toulouse, les textes de Toulouse disent attention, on arrange les remparts, on les remonte, on les renforce, et ainsi de suite. On a peur des Anglais. Et on sait que dans les premiers faubourgs de Toulouse, il commence à y avoir quelques échauffourées. Donc on a les Anglais qui sont à 60 km. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'en ai parlé un petit peu. Les objectifs donc de mettre en place ces bastides un peu partout. Excusez-moi, je passe des fois de l'un à l'autre, mais vous suivez là, vous suivez, c'est bon? On va bien? Bon. Les objectifs sont socio-économiques, regroupement de population, réactiver l'économie. Ils sont politiques par rapport au renforcement du pouvoir royal. Quelque part, ils sont militaires par rapport à la guerre de 100 ans. On sait que les Anglais, ils font pareil. De leur côté, ils montent des bastides. Hein. Et c'est des bastides avec des bons remparts. Voilà. Et ensuite, c'est le contrôle et sécurité des populations. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Le renforcement du pouvoir du pouvoir royal. Prélèvement des impôts, parce qu'en plus, cette sacrée guerre de 100 ans, on a besoin d'argent. Et c'est une stratégie militaire, puisque ça crée des espèces de cordons militaires qui permettent de faire face à l'ennemi. Alors, on revient sur Revel. On va l'implanter où? Parce que cette forêt est grande. Alors déjà, je vous ai dit quelques petits trucs, mais c'est l'eau qui va tout financer. Donc quand ils ont implanté Revel, eh bien, on ne l'aurait pas implanté à 500 mètres vers là, à 500 mètres vers là. Alors là, on ne l'implantait pas du tout un peu plus vers là, même à 50 mètres, ou 100 mètres, ni par là. Il fallait qu'elle soit là. Elle ne pouvait pas être autrement. Pourquoi elle ne pouvait être autrement? Eh bien, à cause de l'eau. Vous allez voir, je vais essayer de vous expliquer. Là, j'ai fait une petite modélisation de relief. Alors, pour vous repérer, voilà, Revel est là, la grande forêt est là, hein, Vaudreuil, Dreuil, Vort, Sorèze, Saint-Thériol, ici on voit très bien, c'est la ligne de crête de la montagne qui est ici.
Et là, à cet endroit-là, qu'est-ce que je vais vous montrer là? Oui, d'accord. À une époque, il y a un million d'années, il y avait le sort qui ne coulait pas là où il coule actuellement, il coulait vraiment contre la montagne noire, ici. C'est-à-dire, il coulait vers le cimetière, là, si vous voulez, entre les cimetières et la Pâte-d'Oie. Le sort coulait là. Donc il a laissé une vieille vallée, un petit vallon, qui n'a jamais été à sec, puisqu'il y a les petits ruisseaux qui venaient de la Murette, tout ça qui venait de Saint-Aignan, qui l'alimentaient un petit peu. Mais ce sort, après, il s'est déplacé au cours des âges. Il y a 500 000 ans, il a retrouvé son cours actuel, il a encore un peu bougé, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un ruisseau actif actuellement et un ancien vallonnement, un creux, qui se trouve là. Eh bien, voilà, l'ancien vallonnement, c'est le blanc, le vert, c'est le sort actuellement, et Revel, eh bien évidemment, on le met sur un relief entre les deux. On l'aurait mis plus bas, non, parce que c'est assez marécageux, plus haut, difficile aussi, parce que ça ne s'y prêtait pas. Le meilleur relief, il est là, c'est là où nous sommes. Alors, attention, quand je parle de relief, c'est pas comme Ségur. Hein. Vous savez combien il fait le relief entre le Sort et le Beffroi? 7 mètres. Ça suffit pour pas avoir les pieds dans l'eau. Bon, même en cas d'inondation, quand même, 7 mètres, c'est pas rien. Donc, au Beffroi, ça fait 7 mètres par rapport au ruisseau du Sort. Donc, on va mettre Revel à cet endroit-là. Voilà. Et pour amener de l'eau, eh bien, au pont Crozet, on va créer une rigole. C'est la rigole que l'on connaît actuellement, qui d'ailleurs sera reprise par Riquet pour faire la rigole de la Plaine, qui va prolonger pour aller jusqu'au seuil de Nouveau. Et cette eau, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle va arriver à Revel, en la gardant par la partie la plus haute du relief, permettant à cette eau de ne pas partir vers le bas. Donc elle arrive à Revel, et de là, je crois que je vais faire la suite, je m'en rappelle. Oui, ça c'est mon propos. Excusez-moi, je m'en rappelle. Voilà. Et dans la charte de fondation, on dit bien, le roi dit bien, vous pouvez prendre de l'eau du Sort sans problème. Et vous pouvez prendre de l'eau du Lolotte. Le Lolotte, il est à il est de l'autre côté. Donc on va faire un tunnel, on va faire quoi? C'est pas possible. Mais quand vous regardez bien, maintenant vous allez voir le bassin de Saint-Ariol différemment. Vous irez au bassin de Saint-Ariol, vous irez à l'embouchure du lac de Saint-Ariol, et vous verrez que si on avait fait un petit canal genre rigole, à partir de la bouchure, en gardant la même altimétrie jusqu'à l'hôtel de la Renaissance, on pouvait très bien faire un petit percement, pas énorme, par l'hôtel de la Renaissance et descendre par le petit vallon de la Murette, ce qui aurait permis de descendre l'eau jusqu'à Revel. Hein, je ne l'ai pas fait, bon, vous voyez. On aurait pu descendre comme ça jusqu'à Revel et ramener de l'eau en plus de celle-là, ramener de l'eau en plus par le dos. Les travaux devaient être importants à l'époque, le sort était suffisant, ils ne l'ont pas fait. Mais toujours est-il que ça a été prévu, et même que la zone qui se trouve près du stade actuel s'appelle la plaine du Lolotte. Pas heureusement qu'il s'appelle la plaine du Lolotte, le Lolotte est de l'autre côté. Mais voilà, c'est ce qui reste un petit peu de ce projet. Voilà, ça c'est la rigole donc, qui continue. Alors j'ai fait un petit dessin pour montrer un petit peu l'ensemble hydrographique autour de Revel. Donc nous avons bien la rivière du Sort actuelle, avec quelques ruisseaux qui à l'époque étaient affluents de cette rivière du Sort, d'autres petits recs, les recs ça s'appelle comme ça, les dosages, les recs de la Murette, de Saint-Roch, Rastel et Coutemirou, qui passaient vers là, qui partaient en direction du Lolotte, qui passaient du côté de Revel. Et donc, quand on a fait la rigole des consuls, dès la fondation, quand la rigole des consuls a été faite, eh bien, tous ces ruisseaux ont été coupés, ce qui fait qu'ils n'étaient plus affluents du Sort, et qui venaient se jeter dans la rigole des consuls, et puis après, avec les quais, dans la rigole de la ville. À l'époque, il y avait une zone de marécage ici. Donc pour Revel, cette eau qui arrivait par là, par gravité descendait et reprenait l'ancien vallonnement du Paléosort, de l'ancien Sort. Alors ça, on le voit très bien, en tout cas pour les avertis, sur le carte géologique, on voit très bien chaque couleur recèle une roche différente, notamment pour les couleurs foncées, ça c'est de la roche, bien souvent.
Voilà, tout ça, vous voyez, ça c'est les gros reliefs. Voilà. Et là, c'est les terrains sédimentaires. On voit qu'il y a des zones blanches qui sont des sédiments très récents, beaucoup plus récents. Et récents sur quelques milliers d'années, voire certains, voilà, sur quelques siècles. Voilà, parce que ça, c'est le dépôt sédimentaire fait par la rivière des Consuls à la sortie des allées Charles de Gaulle, et qui d'ailleurs, le géologue n'a pas pu le trouver, ça, mais qui devait rejoindre ici, et qui devait sortir du côté de l'aérodrome de Revel-Montjoie. Et ici, c'est la sortie des eaux usées de Revel, mais aussi des petits recs de la Durette, et ainsi de suite, qui s'écoulait par là. Il y a actuellement de la station d'épuration qui est là. Donc, on l'avait fait à cet endroit, et il n'y avait que là que ça pouvait être fait. Et ça a été bien fait. Bien fait, c'est bien maintenant, parce qu'on a mis des gros drains, on le sait. Pour ceux qui se rappellent, il y a une quarantaine d'années, lorsqu'on a la pâte de Douar, lorsqu'il y avait une forte pluviosité, les drains n'étaient pas assez importants. Et parfois, il y avait de l'eau. Certains ont connu ça, vous vous rappelez. On a quand même encore... Mais là, maintenant, c'est bien arrangé avec le gros calibrage que l'on a. Donc, je vous remets le sort, je vous remets la rivière des Consuls, et je vous mets les histoires des eaux usées. Et la rigole de la plaine. Alors ça, c'est un plan qui permet de voir la distribution de l'eau dans Revel, avec, alors j'essaie de vous mettre l'église, ça c'est la rue du Temple, l'arrivée de l'eau dans la rivière des Consuls, qui traversait la rue du Temple, là il y avait un gros ruisseau à la rue du Temple, et les parties vertes c'était des affacheries, c'est-à-dire des canneries, des petits ateliers, qui étaient des sortes de petites galeries couvertes, qui donnaient sur le ruisseau, qui permettaient de tanner et de teindre les pots, et qui partaient en direction des allées Charles de Gaulle. Et évidemment, tout ça descendait par gravité, et descendait jusqu'au Meyral, que l'on connaît, en tout cas de nom, pour ceux qui n'ont pas pu le voir, qui est là, et qui existe toujours. Il y avait d'autres Meyrals qui étaient par là, de ce côté-là, et qui permettaient de sortir les eaux usées, avec des endroits où c'est qu'il y avait des abreuvoirs très importants, à la sortie vers la route de Castres, et à la sortie à côté de l'église de Notre-Dame. Alors la largeur des rues, il faut savoir qu'à cette époque, vers 1340, Haussmann n'était pas encore passé à Paris, il y avait des rues qui étaient très très étroites. Et à Revel, le fait d'avoir des rues même de 7,50 m de large, c'était un truc exceptionnel et très moderne. Très moderne. Des rues larges de 7,50 m, c'était déjà formidable. Alors il y a deux rues très particulières. C'est voilà, deux rues très particulières. C'est la rue du Temple qui fait 10,50 m de large. Alors ça, vous avez compris pourquoi elle fait 10,50 m de large. Le large, c'est parce qu'il y avait un ruisseau. Donc dès le départ, on l'a calculé ça. Et l'autre rue, c'est le Cap Martel, une petite rue qui par contre, qui a beaucoup de relief. Il y a un relief, une grande pente, excusez-moi, une grande pente. Et là, on peut très bien penser qu'il y avait de l'eau qui passait certainement dans la zone du temple protestant actuellement, même là où c'est qu'il y a la maison du pasteur. Ça devait traverser comme ça. Et ici, vu la pente, il devait y avoir des moulins qui étaient activés par la force hydraulique. Et on dit ça parce que un Cap Martel, en vieux occitan, c'est des têtes de vannes d'écluses. Vous voyez? Et avant qu'elle s'appelle le Cap Martel, dans les anciens convois du XVIe siècle, elle s'appelait la rue Brunière. Brunière, c'est qui fait du bruit. Brunière, vous voyez? Bruyante, la rue bruyante. Donc vous pouvez très bien penser qu'à la rue du Cap Martel, il y avait de l'eau. Et si vous remarquez, c'est quelque chose de très particulier dans le plan de Revel. C'est une rue qui a été faite vraiment pour... C'est à cet endroit qu'il y a le maximum de pente. Ailleurs, vous ne pouvez pas avoir de la pente comme ça. Alors là, sur ce plan, grâce à un plan qu'on a récupéré il y a très peu de temps, qui s'appelle les plans Maguès, on a pu savoir très exactement comment étaient faits les remparts de Revel. Ça passe. Voilà, on va essayer de passer. Alors, pour vous donner une idée un petit peu comment pouvait être la rue du Temple, ben, la rue du Temple, voilà, vous avez une carte postale. Ici, vous avez la place de Castres, qui s'en va vers la route de Castres. Ça, c'est le boulevard. Ça, c'est la rue de Castres. Le temple est ici. Et à l'époque, il faut vous imaginer que ça pouvait être comme ça. La rue des Affacheries, avec les gens qui tannaient les pots, le ruisseau qui était là, et il y avait des apprentis un peu partout pour travailler. Voilà, on a synthétisé un petit peu, pour vous montrer comment ça peut être. Alors, il faut y avoir aussi des maisons en premier étage,
Et alors, on a une carte postale de la rivière de la Bièvre à Paris, qui montre vraiment comment ça pouvait être à Revel. Bon, ça c'est les fontaines. Bon, je passe vite parce que je ne me rends pas compte que le temps passe très vite. Évidemment, tout le système de l'eau après a été arrangé. Donc au début, il n'y a eu que quelques fontaines. Et après, très rapidement, on a eu des fontaines un petit peu dans tout Revel. C'est les petits ronds avec les petites flèches. Tous les quartiers, il y avait des fontaines avant qu'arrive l'eau courante. Donc, ça, je passe aussi. Je me rends compte que je vous ai préparé beaucoup de choses. Je vais aller faire rapidement. Donc, on fait voici, on fait une charte des coutumes. Celle de Revel, comme je vous disais, Bastide abouti, Bastide de dernière génération. Cette charte est parfaite. Allez, on se la joue. Elle est parfaite, elle est formidable. Non, mais les historiens le disent. C'est une des chartes les mieux qui a été faite. Et il y a 89 items, 89 petits articles, qui sont dans le désordre. Et là, on parle un petit peu d'un peu de tout, à savoir l'établissement proprement dit de la Bastide, le côté juridique, tout ça, l'organisation municipale, judiciaire, le régime des personnes, les affaires criminelles et mœurs, le régime des terres, les charges féodales, le commerce et les fortifications. C'est-à-dire que là-dedans, c'est les droits et les devoirs de tous les colons qui arrivent à Revel qui sont marqués. Et ça, quel progrès pour eux, parce qu'avant, ils étaient sur un régime féodal, là c'était à la tête du client. Là, tout est marqué. Si tu fais ça, tu auras telle amende. Par contre, si tu fais ça, tu auras droit à ça. Voilà. Tout est bien expliqué, donc il y a une sorte de, je ne vais pas employer le mot de liberté individuelle, mais plutôt une liberté d'entreprendre. C'est que la personne qui vient ici, on lui crée un petit fief à lui, même si c'est un petit paysan ou un petit marchand, il va pouvoir faire sa petite affaire, faire fructifier son économie, et les propriétaires économisent. C'est pour ça qu'en très peu de temps, Revel va très rapidement avoir beaucoup de succès, et il va y avoir très rapidement, je crois en seulement une dizaine d'années, il y aura 3000 habitants. Ces chartes des communes, chaque fois qu'il y a un roi qui change, seront signées par le roi. Alors des vidimus, comme on dit, des reproductions un petit peu des chartes, on en a quand même pas mal. Là, il faut que je vous dise que les documents de Revel, la documentation, les archives de Revel sont parmi les plus riches du département de Haute-Garonne. Les plus riches, je n'ai pas dit la plus riche. On a des documents absolument exceptionnels. Achetez le livre, vous allez voir. Ceux qui l'ont pas fait. Voilà. Alors je passe rapidement. Bon, ça c'est compliqué, je passe. Bon, ça c'est déjà vu. Oui, si, important. Alors, je vous avais parlé du phénomène Bastide. Quand on fait 300 villes, c'est un problème. Le problème, ne serait-ce que pour les nommer. Comment on va les appeler ces villes? Tartampion, nanana. Eh bien, on va leur donner des villes, des noms un peu particuliers. Alors certaines auront un nom en fonction du roi, comme Réalville, la ville du roi. Réalmont, ça c'est des villes qui est un peu sur un relief par rapport à Montréjou. Et alors Revel, on peut penser Revel, Ribel, Philippe le Bel, Charles le Bel, pourquoi pas? Bon, vous allez voir, c'est pas ça. Après, mais ouais, c'est trop facile. Hein. Après, il y a Trie-sur-Baïse. Bon, la Baïse, c'est la rivière, d'accord. Trie, ben oui, c'est le sénéchal, Jean de Trie. Alors on a donné le nom de cette ville, pour lui faire plaisir, au sénéchal de Toulouse, Jean de Trie. Et puis pour certaines, on leur donne des noms un peu exotiques. Grenade, Cologne, Florence, et d'autres. Alors c'est intéressant de voir Revel. Alors Revel quoi? Alors Revel dans les publications, vraiment, vous allez prendre une aspirine en rentrant chez vous. Vous allez prendre une aspirine, parce que pour Revel, dans les écrits, eh bien il y a ce que vous dites. Revel, j'en ai oui, c'est Revel. Revel, d'autant plus que sur une des portes de la ville, il y avait écrit « Moi la nouvelle qui jusqu'alors m'appelait la Bastide de Vore serait appelée Revel en l'honneur de mon roi. Ô Père Tout-Puissant, roi des rois, un et triple, donne-moi de jouir d'une prospérité éternelle. » Alors là, il a dit « Eh bien oui, évidemment, le fondateur c'est Philippe le Bel. » Mais non, 1342, Philippe le Bel, il y a un moment qu'il était décédé. C'est vraiment Philippe le Cidre alors. Donc ça marche pas trop. Mais comme je vous disais, peut-être qu'il a été l'initiateur et que la tradition orale a fait que, au cours des décennies, on a dit oui, rappelez-vous, 30 ans avant, et peut-être Philippe le Bel qui a initié ce projet. Pourquoi pas? Bon, c'est une hypothèse. Après d'autres, ils ont dit, mais oui, Revel, mais oui, ça marche avec le latin, les bellous, les rebelles, la forêt danse, avec des bandes bien intérieures, des belles féroces. Oui, on l'appelait Revel par rapport à ça. Bon. Et puis, il y a ce fameux Mont-Revel. Parce que là aussi, ils sont gentils, les féodaux, mais là, il y a le vicomte Trincavel qui donne plusieurs fiefs à Isarne Jourdain de Cessa,
Il donne 3 fiefs dans un texte qui date de 1174. Il y en a un qui s'appelle Sexacum, c'est Cessac. Le second, c'est Verdun-sur-Garonne. Et il y en a un troisième qui s'appelait Montrevel. Alors là, évidemment, les historiens, ouais, Montrevel, voilà, ça devait se trouver dans le coin, c'est certainement l'Ancas à Saint-Thériol, ceci, cela. Et bien là, voilà, il y a un des collègues, il est là. Lui, là, il aurait trouvé, je suis plus conditionnel, il aurait trouvé le Mont-Revel, qui ne se trouve pas du tout dans côté de Roveil, il se trouve du côté de Cessac, entre Cessac et justement Verdun-sur-Garonne. C'est pour corroborer ce qui a été écrit dans ce document. Donc voilà, il y a ça. Et enfin, il y a ce fameux jugemage, le lieutenant du sénéchal à Godebout, à Toulouse, qui s'appelle Pierre de Montrevel. C'est un type important, hein. C'est quelqu'un, il avait créé un collège à Toulouse, enfin voilà. Et pourquoi on ne lui aurait pas donné le nom, son nom, de son fief, entre guillemets, qui s'appelait Montrevel, et pour lui faire plaisir, voilà. Et enfin le dernier, la dernière hypothèse, sur laquelle d'ailleurs, maintenant on s'accorde à accepter cette hypothèse, ça serait certainement Guillaume Flotte ici, qui était le chancelier, donc, entre guillemets, premier ministre de Philippe VI de Valois. Philippe VI de Valois aurait voulu lui faire plaisir en disant, c'est toi qui as vraiment initié la fondation de la ville de Revel, avec le sénéchal à Godebout, donc on va la trouver du nom de ton château de Ravel, en Dauphiné, Ravel ou Revel. Voilà. Et on pense donc actuellement, on s'arrête à ça. On dit que c'est Guillaume Flotte, chancelier du roi Philippe de Valois, qui a donné le nom à Revel. Alors, quand va-t-il à... Ça va vous y tenir encore, je vais essayer... Bon, on va arriver à la fin quand même. C'est pour ça qu'il faut que j'aille vite. Alors, quand on fixe le pal, quand on monte une vacille, la tradition veut qu'on fixe un pal. Le pal, on le fixe, voilà, il y a plein de gens qui viennent, on fixe un tronc d'arbre à un endroit, voilà, et souvent, il y a des gens importants qui viennent et qui reçoivent les gens, le genou fléchi, les mains jointes, pour leur dire, voilà, nous vous donnons cet espace, on plante le pal, et à partir de là, on va avoir les arpenteurs qui vont pouvoir tracer les rues. Là, on voit le pal, et le pal, souvent, se fait au centre du beffroi. Alors, vous avez remarqué, ça, c'est une vue du beffroi, sauf que le beffroi, il a changé. Là, on a mis le clocher de grenade, parce qu'à l'époque, il était comme ça, le beffroi d'Orléans. Bon, je vous dis. Bon, là, je passe, parce qu'on n'a pas vraiment pas le temps. Ça, c'est le plan hippodamien de Revel, qui montre un petit peu ce plancher, le planté du pal qui est au centre du beffroi. Et à partir de là, donc, on va faire des petits carrés, des quadrilatères, avec des normes bien spécifiques, avec des mesures très, très particulières que l'on connaît, à travers de la charte. À savoir que la profondeur fait 15 rases, je me rappelle plus. Bon, je suis un truc. Voilà, il y a les dimensions en largeur et tout ça. Voilà. L'intérêt aussi de Revel qui était planté à cet endroit-là, c'est que dessous, quand ils ont planté Revel, ils avaient l'eau, donc ils ont fait venir l'eau. Ils ont creusé certainement des fossés pour que l'eau, qui est des fossés tout autour de la ville, ils ont récupéré la terre, qui n'était pas de la terre en vérité, mais si vous verrez le sous-sol de la ville de Revel, c'est de la terre glaise, de la bonne argile. Hein. Nous, on s'est amusé à faire des briques avec, juste en les séchant au soleil, c'est impeccable. Donc, on pouvait très bien récupérer cette terre pour faire les pans de voie, les colombages. Et ensuite, il y a les arbres, la forêt de Vore, qui était un immense réservoir en bois. Donc, ils avaient tout sous la main. Je passe là. Alors, aussi, lorsqu'on voit le plan, là, on l'a pris à partir du cadastre actuel. On a replacé un petit peu les maisons pour essayer de retrouver les dimensions des eirales, qu'on appelle des casales, qui pouvaient avoir ces dimensions à l'origine. On les a placées. Et là, on a essayé de voir un petit peu combien d'eirales ou casales on pouvait mettre par quartier. On les a comptés, on a fait ça, à peu près, cette comptabilité. On a trouvé qu'on pouvait mettre à l'intérieur du tour de ville, des remparts à l'époque, qui pouvaient avoir 500 eirales et casales. Si vous mettez un coefficient d'occupation de 4 à 5 personnes, ou 6 personnes parfois, vous arrivez à 2500, 3000 habitants. Alors, ça vous connaissez, les pans de bois, avec chaque fois le décrochement, qui permet à l'eau de couler au milieu, et qui évite de mettre de l'eau, parce que le pan de bois c'est très bien, mais il ne faut pas que les murs soient mouillés. Donc les gens pouvaient être à l'abri. Là je vais plus rapidement, j'avais plein de choses à vous dire, mais je me rends compte que le temps passe. On a essayé de faire un petit diagramme, tout ça vous verrez dans le bouquin, hein, qui montre par exemple une dénivellation à un moment donné, après une zone pratiquement horizontale,
avec des puits de lumière, parce que le problème de ces maisons, qui sont très étroites à l'entrée et qui rentrent profondément en profondeur, mais si vous ne faites pas des puits de lumière à certains endroits, eh bien, il y a certains espaces fonciers qui ne peuvent pas être habités parce que tout simplement, il n'y a pas de lumière. Bon, ça c'est beau. Ça c'est le Meiral, une photo du Meiral, actuellement. Hein. Là, on a vieilli un peu la photo. Voilà comment on pouvait s'imaginer être à Revel il y a 400 ans. Et les derniers travaux qui ont été faits à la place du Paty, là, vous savez où c'est qu'il y a un parking maintenant, et on a enlevé le bâtiment qu'il y avait. On a retrouvé les traces du Meiral inférieur, qui au départ avait une forme arrondie, et on trouve très bien dans le texte qu'à un moment donné, ça c'est insuffisant. Donc il casse la coupole de ce petit aqueduc souterrain, et ils l'ont arrangé comme ça, et on retrouve très bien cette forme d'aqueduc ici, sur cette photo. Bon, je passe ça aussi. Là, c'est pour vous montrer, ici, je reviens en arrière, vous voyez les briques, hein, pour montrer qu'il y avait un aqueduc dessous. Là, on est près de la sortie de la rue Notre-Dame. Une vision un petit peu du beffroi tel que ça pouvait être à l'époque, tout en pente de bois. Évidemment, c'était de la terre battue, on retrouve dans beaucoup de documents des gros problèmes de boue lorsqu'il pleut, avec des chariots qui s'enfoncent jusqu'à mi-roue, des chevaux qui s'enlisent, enfin c'est absolument dingue. Bon, là je passe aussi, je voulais vous dire plein de choses. Voilà, quelques vues des arrière-cours où l'on voit certaines structures architecturales de façade de maison. Les puits de lumière qui permettent de desservir par les escaliers les étages. Des numéros de maison qui ne correspondent pas. Là, vous avez le 208, mais à côté, vous n'avez pas le 209, et là, vous n'avez pas le 207. Les numéros étaient donnés comme ça, chaque fois qu'il y avait une maison qui se montait, les numéros étaient donnés un peu n'importe comment. Mais ça permet quand même, par rapport aux taxes et tout ça, de faire un relais. Bon, là, je passe parce que vraiment, ça va être trop long. Vous allez me maudire. Sur des vieux plans, quand même, là, je vais quand même tester l'hôtel de ville, le beffroi, où l'on voit bien qu'à une époque, sous le beffroi, il y avait par exemple un écorchoir et une boucherie. Il y avait une fontaine, une seconde fontaine et une croix. Sur cette croix, sur le tome 2, vous aurez plein d'histoires, plein de choses qui sont passées au cours de cette croix. C'est ça qui est intéressant, c'est de découvrir la vieille histoire. Ah oui, et j'ai oublié, ici vous avez là un placement, là vous avez dans le beffroi, avec l'escalier qui n'a pas bougé d'ailleurs, qui est toujours. Et ici l'endroit où se trouvent les mesures à grain. Où se trouvaient les mesures à grain, avec deux escaliers qui permettaient de monter sur une plateforme. Voilà, bon je passe là, parce que bon. Si ça quand même c'est intéressant. Ça c'est un plan du cadastre actuel. À l'époque, quand on rentrait sur la place, eh bien, seul un homme à cheval ne pouvait passer. C'est-à-dire lorsqu'on sortait cette rue ou cette rue, seul un homme à cheval pouvait rentrer directement dans la place. C'est-à-dire que lorsqu'on avait un cheval, on était obligé de passer par là et sortir certainement à certains endroits où c'est que les colombages et les pieds droits étaient un peu plus larges. Tout simplement parce que à l'époque, les maisons se coupaient en droit comme ça, donc ça laissait un passage très très étroit, un petit peu comme à Mirepoix, la place de Mirepoix. C'est-à-dire qu'à Revel, à l'époque, c'était comme à Mirepoix maintenant. Donc, fin 19e, début 20e siècle, on a coupé les maisons, on le voit bien ici, en biais, pour pouvoir agrandir les passages. Mais en 1902, encore ce passage n'était pas fait. Voilà, ça c'est sur le plan pour vous montrer que c'est très étroit. C'est l'angle du beffroi, vous le voyez ici. Là, une vieille carte postale, une vieille photo sur plaque de verre qui doit dater de 1890, où l'on voit encore que la maison n'a pas été coupée pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de Revel. Ça c'est le Pietermalier, c'est la bâtisse du Pietermalier. D'ailleurs, ça c'est les charrettes du Pietermalier. Bon, ça c'est les petits trucs que l'on trouve sous les garlandes. Je passe, c'est là vraiment, c'est trop long, je ne pense pas que ça serait si j'avais essayé pourtant. Là, une petite idée de comment pouvaient être les remparts tout à fait au début, les remparts de Revel, évidemment, parce que les remparts de Revel ont été faits en catastrophe, très rapidement, il a fallu les faire. Donc on a récupéré beaucoup d'argile, et c'était en terre banchée, comme ça pouvait être à Tille, c'est un village de la Haute-Garonne. Il y a une carte postale qui montre encore un petit peu les fortifications, les murs, les remparts, faits en terre crue, avec au-dessus des structures en bois qui s'appellent des lourds, un petit peu comme ici. Ça, c'est les remparts
qui, je pense, dans quelques années, seront réhabilités. Ça, c'est depuis le mois de juillet, ça a été mis à découvert. Voilà. Ah oui, ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est la partie extérieure où on voit une partie du rempart vue de l'extérieur. C'est-à-dire qu'en prenant cette photo en numérique et en la multipliant par 20 ou 30, on arrive à faire cette composition qui se permet de se donner une idée un petit peu de comment les gens qui arrivent à Revel par la route de Toulouse pouvaient voir les remparts de Revel. Donc c'est quelque chose, ça par contre, qui est assez objectif avec le diviseur en pierre qui existait, et ces tours que l'on retrouve d'ailleurs sur les plans de Revel, donc les remparts étaient comme ça. Ici, sur certains plans, on retrouve la porte Saint-Antoine, par exemple, ça c'est la rue Marie-Soubi avec le Paty. On retrouve les structures militaires qui gardent les portes, avec des petits escaliers qui permettent de monter sur le chemin de ronde. Et ça, c'est ce qui est conservé encore actuellement, et qui, je pense, d'ici peu, en moyen terme, sera mis en valeur. Voilà, je vous ai fait un petit agrandissement de cette entrée de porte. À chaque porte, il y avait ces structures-là, hein, une structure militaire, une espèce de corps de garde, avec des escaliers. Là encore un autre. Alors là, un petit peu, je vous le présente, on arrive à la fin, n'ayez pas peur. Là, je vous le présente ici, donc la photo, vous voyez très bien où vous êtes. Le plan par contre est à l'envers, vous voyez l'église est là, alors que là elle est là. Et ça, c'est là où c'est qu'actuellement, il y a la papade, la résidence de l'Étoile, qui est là et qui est là. Donc il faut le tourner, ça. Le tourner, parce que ça c'est le plan de 1770 des remparts et tout, de cette zone-là. Alors on va le faire tourner. C'est fou quand même, là. Vous avez vu? Voilà, alors là on a un endroit. L'église est là, on est d'accord, ça, voilà. Et alors là on voit très bien sur le plan qu'il y a une tour, les remparts, une porte, une structure militaire, des escaliers, et ici une espèce d'échauguette qui est là. Voilà. Et alors ça, c'est dingue. Voilà. Alors on retrouve donc, je crois qu'il y a des flèches, on trouve la fameuse échauguette qui est là. Voilà comment ça peut être à l'époque lorsqu'on est arrivé par la rue Notre-Dame. Voilà, le système militaire, la porte. J'ai pris la porte de Mirepoix, qui est à peu près contemporaine à la Fondation européenne. Et l'abreuvoir, la réserve à eau, assez importante, avec le coulement de l'eau qui se passait, qui allait vers l'ouest. Alors les chauguettes, pour avoir le photo plus réaliste, on est allé prendre la photo à Carcassonne. Pas à la cité de Carcassonne, à la cité basse, à la ville. C'était une bastide aussi qui a été fondée par Saint-Louis. Et là, il est chauguette. Et ça, vous imaginez très bien que ça se trouvait du côté de la résidence de l'Étoile, là où je le montrais tout à l'heure. Alors, pareillement, il y a des rues qui se sont maintenant, c'est grand ouvert. Vous passez dans une rue, vous passez dans l'autre, vous allez autour de ville, c'est impeccable. Mais là, on est dans la rue du Four, vous voyez. Là, à gauche, il y a un poste. Et là, il y a le tour de ville. Et à l'époque, ben, c'était pas ça comme ça. C'était comme ça, c'était fermé. Il n'y avait que 4 entrées. Donc, il y avait un rempart avec le tour de garde ici. Les petits soldats qui pouvaient être à eau, et beaucoup plus tard, lorsqu'il y avait la milice bourgeoise ou la garde bourgeoise, ou plus tard la garde nationale à partir de la Révolution, qui était dans le vide. Alors, ça, c'est pas de délire de ma part. Hein. Revel a été le ville militaire jusqu'en pratiquement jusqu'en 1780. Il y avait énormément de militaires qui vivaient dans Revel. Il y avait des casernes, ce qu'on appelle des casernes. Et les casernes, c'était des maisons qui étaient louées. Voilà, ça laisse poussière. Mais voilà, c'est la chose. Alors, je rappelle ici, bien sûr, on est aux sources du canal du Midi, c'est pas rien. Mais aussi, on est au cœur du pays Qatar. Au cœur du pays Qatar, c'est vraiment ici, c'est comme Montpellier, le cœur du pays Qatar. Et aussi, on est au centre de l'Occitanie. Revel, quelle belle ville, Revel, mon pays. Merci. Je voulais faire 1 heure, mais je crois que j'ai dépassé allègrement. Alors, évidemment, je suis à votre disposition pour toutes questions qui méritent réponse à la mesure où je peux l'apporter. Voilà.